Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Auditrices, auditeurs, bienvenue dans ce 5e épisode de Dieu, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et nous recevons avec Sinatou. Bonjour Sinatou. Bonjour Alice. Nous recevons Tali Fitoussi. Bonjour Tali. Bonjour. Tali, tu habites Paris. Tu as 27 ans et tu es juive orthodoxe. Sinatou et moi t'avons découverte dans une vidéo enregistrée début novembre 2019, lors des assises du judaïsme à Bordeaux, où tu parles de tes difficultés d'accès au savoir en tant que femme dans ta pratique du judaïsme, depuis ton plus jeune âge et lors de ton parcours scolaire jusqu'à nos jours, notamment dans la préparation de ton mariage. Un certain nombre de femmes se sont reconnues dans ton témoignage, où tu expliques que oui, on peut être juive orthodoxe et vouloir être une femme sachante. Alors Tali, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel tu as témoigné dans cette vidéo qu'on a vue avec Sinatou et pourquoi tu as réussi quelque part à témoigner dans cette vidéo ? Alors, je vais d'abord vous expliquer où j'étais. Donc j'étais à Bordeaux, donc les assises du judaïsme orthodoxe ont été initiées par Eric Aouizerat, qui est président du consistoire de Bordeaux. Et ça a été initié, pourquoi ? Parce qu'on s'est dit aujourd'hui le consistoire doit réfléchir à des thématiques modernes, des problématiques modernes qui se posent et qui sont très peu étudiées, qui sont très peu écoutées. Et il faut s'asseoir avec des gens à la fois de la communauté, donc qui sont en charge des communautés, à la fois des rabbins, donc qui sont garants d'un savoir religieux et halakhique, donc de loi, et des personnes qui sont sur le terrain. Et donc, ils ont rassemblé toutes ces personnes-là en disant, voilà, nous allons aborder 6 thématiques. Donc, il y avait les conversions, il y avait l'instruction des rabbins, il y avait l'accueil de la différence, donc des LGBT, des mariages mixtes, des handicapés dans les synagogues. Mais donc, il y avait aussi la place des femmes. Et c'est au sein de cette motion-là, comment ça s'est passé ? En fait, les personnes qui ont été interrogées et qui sont venues, à qui on a demandé de venir pendant ces assises, ont préparé en amont ces problématiques en faisant un constat religieux et un constat de terrain, en disant voilà aujourd'hui ce qui se passe et voilà les problématiques, les enjeux auxquels on est confronté sur ces thématiques-là. Et quand on était aux assises même, on s'est réunis avec ces personnes qui avaient fait ce constat. En partant de ce constat, on a décidé de débattre pendant généralement 2 à 3 heures avec toutes les personnes en présence, donc terrain, religieux, généralement dirigeants de communauté. Et on a dit quelles sont les motions, quelles sont les premières choses à faire, qu'est-ce qui est facile à faire, qu'est-ce qui n'est pas facile à faire, et comment est-ce qu'on peut essayer d'ériger une roadmap de changement pour essayer d'améliorer ces questions. Donc moi, j'étais là parce que je faisais de la communication. Donc pas du tout en tant que personnalité de terrain, bien que je suis très impliquée dans la communauté juive. Et j'ai eu une éducation juive depuis que je suis née. J'ai vécu et je vis toujours dans ma famille qui est juive orthodoxe. Et en fait, donc, au départ de ces émotions, tout le monde se présentait. Et se présenter avec sa fonction, la raison pour laquelle il était là, son prénom, et ce qu'il pouvait apporter à la motion. Moi, j'ai trouvé pertinent de me présenter à travers mon parcours de femme juive orthodoxe. Et donc ma présentation, c'était ça. C'est la vidéo qui existe sur mon mur et que vous avez vue, qui commençait clairement mes premières rencontres avec le judaïsme, en tout cas mes premières remises en question du judaïsme, jusqu'à aujourd'hui mon mariage, en disant voilà les problématiques, les barrières à laquelle je me suis confrontée dans l'étude, dans mon espace synagogal, et voilà ce que peut-être j'aimerais changer. C'était pas du tout
quelque chose de ad hominem. Donc je n'accusais personne, mais vraiment je racontais. Et en fait, à la fin de cette motion, on m'a dit, ce que tu as dit là est hyper important. Et il évoque à toutes les personnes qui étaient dans cette motion, il faut absolument que tu l'enregistres. Et c'est donc Alain Beit, le président de l'association LGBT juive, le Bet Haverim, qui m'a dit on ne continuera pas, il faut que tu l'enregistres. Et donc je l'ai enregistré en me disant, bon, c'est un ami, elle va pas dépasser les 5 vues de mes parents et de moi. Et en fait, pas du tout. En fait, cette vidéo, elle a énormément été partagée. Elle a été vue presque 5000 fois. Et en fait, j'ai reçu à peu près 200 invitations en amis. J'ai reçu une trentaine de messages de gens que je connaissais, de gens que je ne connaissais pas, qui sont venus me dire « ton témoignage est très important, il évoque des choses en moi, il évoque des problématiques auxquelles j'ai été confrontée ». Certains me disaient « parle et essaye de faire changer les choses ». Certains me disaient viens dans d'autres courants du judaïsme, ce qui n'était pas mon présupposé et ce qui n'était pas la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo. Mais donc, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je fais ce podcast, qu'il fallait parler en fait pour essayer de changer les choses au sein du judaïsme orthodoxe pour les femmes. Dans ton témoignage, tu dis ne plus aller à la synagogue car tu ne t'y sens plus à ta place. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience sur ce sujet et nous expliquer justement comment tu vis ta pratique aujourd'hui ? Alors la question de la place des femmes dans l'espace synagogal a été longuement étudiée pendant ces motions. Et on est parti du constat que les femmes aujourd'hui, dans la synagogue, sont généralement géographiquement éloignées du culte. Donc elles sont soit en haut, dans un étage supérieur, soit derrière. Et régulièrement, ce qu'on voit, en tout cas ce que moi j'ai vu dans ma pratique, et on pourra me donner plein d'exceptions et j'en suis hyper contente, donc je parle pour moi. Mais dans ce que j'ai vu dans les synagogues orthodoxes aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de livres et qu'on n'entend pas forcément bien, et donc on ne se sent pas intégré au culte de l'espace synagogal, que quand on essaye de s'y intégrer, notamment, moi j'ai eu une petite altercation un jour, donc je crois que j'étais au lycée, où j'ai demandé un Sefer Torah, donc un rouleau de la Torah, en disant c'était la fête du rouleau de la Torah. En fait, on fêtait le fait qu'on ait fini de lire tout l'ensemble du Chumash, donc la première partie du canon biblique du Tanakh, les 5 livres qui vont donc les 5 livres, je vous laisserai expliquer ça parce qu'on va d'explication en explication. Mais en gros, donc du rouleau de la Torah. Et donc tous les ans, pendant cette fête, il y a beaucoup de joie, on danse, on chante. Concrètement, les hommes dansent, les hommes chantent avec le Sefer Torah, et les femmes, généralement en haut, en tout cas c'était le cas dans ma synagogue, regardent les hommes, tapent des mains et jettent des bonbons. On n'est pas dans la fête, on est dans le regard de la fête, extérieur à cette fête. Et moi, énervée et j'avais pas envie de regarder les hommes en fait à ce moment-là, je suis descendue et j'ai dit donnez-moi un Sefer Torah, qu'on puisse aussi danser autour de ce Sefer Torah, faire la fête entre nous. Et on m'a dit donc non, parce que c'est trop lourd pour toi et parce que tu es probablement nida. Donc, tu as probablement tes règles, ce qui fait de toi quelqu'un qui ne peut pas, qui est empêché de toucher un Sefer Torah. Alors, ces 2 arguments ne tenaient pas, ni d'un point de vue légal religieux, donc d'un point de vue halachique, parce qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'une femme ne peut pas toucher le Sefer Torah. Et évidemment, le fait que c'était trop lourd, je ne lui ai pas montré parce que ça aurait été beaucoup trop violent. Mais en tout cas, j'ai déjà porté un Sefer Torah et je pense que les enfants de 7 ans qui en portaient peuvent témoigner que on peut tenir un Sefer Torah. C'était, bref, 2 arguments complètement fallacieux. Et donc moi, je suis remontée ce jour-là. Je suis remontée en rangeant mon front en disant « mais c'est pas possible que ce soit ça ». Et aujourd'hui, j'ai cette espèce de dichotomie entre ma pratique et ma pratique du judaïsme que j'aime beaucoup et l'espace synagogal qui pour moi
est complètement extérieure à ma pratique. J'ai jamais été intégrée, donc je monte pas à la Torah. Je ne compte pas dans un minyan, donc je ne compte pas dans les 10 personnes qui forment une communauté pour pouvoir prier. Je ne peux pas dire un kaddish qui est une des prières les plus importantes dans le culte. Et selon donc la loi, je ne suis pas tenue de prier à la synagogue. Et c'est la raison aussi pour laquelle je ne compte pas dans les 10 personnes qu'il faut pour faire cette prière. Et donc, c'est pour toutes ces raisons, je ne vais plus à la synagogue parce que je ne m'y reconnais pas, je ne m'y sens pas accueillie. Mais comme je disais dans ma vidéo, il y a d'autres synagogues orthodoxes où les femmes sont accueillies, ont leur espace, entendent le culte, c'est quelque chose de très chaleureux et elles sont encouragées en fait à exister en tant que femmes dans cet espace. C'est juste que moi, dans les synagogues que j'ai rencontrées, il n'y en avait pas. Dans les synagogues que j'ai essayé de voir à Paris, il n'y en avait pas. Et là où je les ai trouvées étaient des synagogues non orthodoxes. Et moi, ce que je voulais, c'était d'aller dans une synagogue orthodoxe. Comment tu expliques ce genre de situation justement ? Enfin, comment on en est arrivé là selon toi ? Le temps a fait que des superstitions ont pu s'installer, une ignorance a pu s'installer et une absence d'intérêt, je pense, pour les institutions, une absence d'intérêt des institutions qui a fait qu'on n'a pas adressé ce problème, on n'a pas remis les choses à l'équerre en disant voilà, ça n'a jamais été écrit, c'est une superstition, ça, c'est effectivement écrit. Asseyons-nous, essayons de réfléchir comment ça peut exister dans le monde moderne aujourd'hui où l'égalité des femmes est un vrai sujet, que les femmes aujourd'hui sont à la fois instruites, aptes, et égales à l'homme dans le monde non religieux. Comment on fait pour que dans le monde religieux ce soit aussi le cas ? Et en fait, il y a très peu d'intérêt du côté institutionnel. Et en fait, c'est un cercle vicieux aussi. C'est-à-dire que quand on ne donne pas l'espace à une femme d'exister dans un endroit, elle va le recréer autre part ou elle va juste s'en désintéresser totalement. Et donc moi, quand j'évoque cette question, on me dit « mais les femmes ne s'intéressent pas, les femmes ne viennent pas. C'est pour ça qu'il y a moins de livres. C'est pour ça que vous êtes relégués derrière, puisque de toute façon, quand les femmes viennent, elles bavardent. » Et ce que j'essaye de créer, c'est un mouvement de femmes qui vont annoncer « non, nous sommes intéressées, nous voulons aller à la synagogue, créer des espaces pour nous. » Ou en tout cas, aménager ces espaces en ayant à l'esprit que nous sommes là et nous sommes prêtes à reprendre cet espace synagogal. Pourquoi tu penses qu'il y a encore ce blocage en France, alors que dans d'autres pays, on a de plus en plus de femmes rabbins orthodoxes, dont une française, Bitya Rosen-Goldberg, mais qui n'est pas en France, du coup. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est une situation très française ? Et si oui, pourquoi ? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un blocage français. Je pense qu'il y a un blocage général et international. Aujourd'hui, en Israël, il y a des avancées. Il y a aussi aux États-Unis, qui sont les deux pôles en fait modernes, de réflexion sur ces textes. Et la France, elle est un peu en arrière. Effectivement, je pense aussi, et enfin, c'est une hypothèse, je parle que pour moi, le consistoire qui a été instauré par Napoléon centralise beaucoup ces réflexions et aujourd'hui a beaucoup de problématiques à gérer. La problématique des femmes dans l'espace synagogal est apparue pendant ces 5 dernières années et forcément une institution aussi vieille met du temps à réagir et le mouvement partant du bas, il fallait d'abord un réveil des consciences et il faut toujours un réveil des consciences et aussi un réveil de la parole féminine orthodoxe pour dire on veut que ça change, qui permettrait à l'institution de prendre des mesures pour que ça change. Et donc je pense que le changement par le bas s'est fait en Israël, c'est fait où on est peut-être plus apte et plus proche des textes en étant femme parce qu'on n'a pas cette problématique de la langue. Aux États-Unis, parce que le mouvement libéral est tellement proche et tellement puissant que les femmes vont aussi s'en inspirer, les femmes orthodoxes, en disant nous aussi on étudie les textes.
Et ce réveil-là est plus... Aussi, les gender studies, toute la question féminine aux États-Unis est plus avancée. Et ça se révèle aussi en Israël, qui est très proche en termes de mouvement des femmes et de cette prise de conscience-là. En France, peut-être moins. Et on est aussi... Comme le consistoire va centraliser ses décisions, il y a aussi cette peur de dire si je m'offusque, si je pense différemment, si j'étudie et que je vois différemment le texte, est-ce que je parjure ? Est-ce que socialement je vais être complètement ostracisée parce que on va, c'est très grave de penser ça, mais en gros qu'on va me traiter de libérale, et c'est une vraie insulte côté orthodoxe souvent, de dire tu n'es pas dans le respect des lois, tu n'es pas dans l'attention aux lois, tu es dans la réinvention et en fait complètement dans le parjure, tu vas trop loin en gros. Et donc ces femmes-là orthodoxes vont avoir très très peur de prendre la parole pour pas être complètement ostracisées de la religion orthodoxe. Et donc il y a aussi ça à travailler, c'est-à-dire à atténuer la peur par la connaissance. Est-ce que toutes ces difficultés ont changé ta manière de pratiquer ta foi ou en tout cas t'empêchent de la pratiquer comme tu voudrais ? Est-ce qu'en parallèle, tu as développé une autre manière de pratiquer le judaïsme ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à ta foi ? Ce qui est bien quand on nous met des bâtons dans les roues, c'est qu'on est très inventif et qu'on va devenir créatif dans la recherche de connaissances. Donc moi, quand on m'a dit que j'avais pas le droit d'étudier la Gemara, j'ai dit ok. Et ensuite, j'ai été chercher des cours de Gemara pour femmes. J'ai aussi été chercher des cours... Alors, j'ai fait 2 choses qui m'ont vraiment éclairée sur comment est-ce que je pouvais, moi, me faire ma propre opinion. La première chose, c'est le SNEJ, qui est la section normale des études juives, qui est en fait une étude d'humanité juive et qui nous permet d'avoir une vision très 360 en littéraire, en philosophique du judaïsme, et qui nous permettait aussi de revenir aux sources de la Gemara, la Halacha, de donner aussi des connaissances historiques sur la création des canons, qui me permettent aussi de me dire aujourd'hui, je peux étudier, et je peux étudier avec une idée historico-critique derrière la tête. Et la deuxième chose, c'est donc, à la base, ça s'appelait Chavruta, ce qui veut dire étude à 2 de texte, compagnon d'études. Et ensuite, c'est devenu Pilpoul, l'association que j'ai co-créée avec Emmanuel Toubiana et d'autres personnes, qui permet pour les personnes qui s'y reconnaissent d'avoir des cours de Gemara mixtes par des professeurs hyper intelligents qui généralement ont des connaissances non religieuses aussi, qui ont des connaissances théologiques en général, souvent philosophiques aussi, et qui permettent d'étudier avec d'une nouvelle manière plus... je déteste le mot de moderne parce qu'il veut tout et rien dire, mais en tout cas une nouvelle vision, un éclairage nouveau des textes qui revient au conceptuel et qui m'a permis donc d'apprendre ce que je voulais apprendre. Et j'en ai encore beaucoup à apprendre. C'est assez fou quand on commence l'étude, on se rend compte qu'on est complètement ignorant et ça grandit au fur et à mesure qu'on étudie. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose, pour l'espace synagogal, moi, je me suis beaucoup inspirée. Mon frère et ma sœur sont partis en Israël vivre. Je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu là-bas, où les synagogues orthodoxes avaient, on appelle ça une Ezrat Nashim, mais en tout cas une partie, la partie femme très dynamique, très énergique, très jeune, qui chante dans la joie. Et je me suis dit, il faut qu'on recrée ça en France à travers nous, à travers un mouvement jeune. Donc on a créé ces Shabbats, donc ces offices du vendredi soir qui vont chanter, qui vont repartir de mélodies et donc qui vont permettre aussi aux femmes de chanter, de prendre voix à la prière. Ça, on arrive à le faire 1 fois par mois à peu près. Et j'en suis super contente. C'est ma façon de réinventer, de me réintroduire dans l'espace synagogal. Et pour le reste, j'ai effectivement
intériorisé le fait que l'espace synagogal n'était pas pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, dans ma prière, c'est très dichotomique. J'ai beaucoup de mal à prier avec des gens, sauf dans ces moments-là, donc ces offices du vendredi soir que j'organise. Mais je me sens très pudique maintenant à prier avec des gens autour de moi, parce que ma conversation avec Dieu est devenue très personnelle du fait que c'est uniquement ça que j'ai connu. Et donc, quand je prie, quand je suis en conversation avec Dieu, je suis généralement seule. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des mécanismes d'invisibilisation de la femme juive aujourd'hui en France ? Là, on atterrit sur une problématique de laïque. Aujourd'hui, en France, la laïcité est hyper importante. C'est une belle valeur de base. Mais effectivement, aujourd'hui, ça ne permet pas d'avoir la double identité quand on est français. Donc on ne peut pas être français et juif, on arrive en étant uniquement français et on peut être juif à la maison. C'est ce qu'on nous inculque, ça permet de lisser et de mettre l'identité nationale au-dessus, ce qui, moi, me dérange pas, mais ce qui a aussi été très problématique. Alors moi j'étais dans des écoles religieuses aussi pour ça, parce que dans l'école laïque, j'étais obligée de travailler le samedi. Enfin, j'étais obligée d'aller à l'école le samedi. Or, le samedi, pour moi, c'est Shabbat. Que ça aurait été un vrai combat pour pouvoir faire les fêtes et être absent à certaines fêtes juives religieuses. Et donc, mes parents m'ont mis dans un collège-lycée primaire juif pour ne pas avoir à faire face à ces problématiques. Malheureusement, c'est des problématiques que j'ai retrouvées et que toutes les personnes qui sont pratiquantes, juives pratiquantes, ont retrouvé dans leurs études. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en Hippocagne, mes DS au départ étaient le samedi. Donc c'était compliqué. Puis ensuite, en Cagne, j'avais 3h30 de français le samedi matin. Donc tantôt je n'y allais pas, tantôt j'y allais, mais je pouvais pas écrire parce que écrire est interdit pendant Shabbat. Et donc ça m'a... je ne considère pas que je puisse être juive et française. Dans la société française, je suis française. Et mon identité juive, effectivement, est restée à la maison. Et c'est oui, il y a des mécanismes d'invisibilisation. Est-ce qu'ils sont justes à réfléchir? Je pense qu'il faut retravailler la laïcité en France, pas comme une absence de religion, mais comme une permission de toutes les religions, ou comme une acceptation de toutes les religions. Et je pense que je suis trop ignorante sur ce sujet pour avoir une opinion très ferme là-dessus. Alors Thalie, maintenant on va aborder un peu la question du féminisme et des rôles modèles de femmes juives. Est-ce que toi tu te sens féministe ? Est-ce que c'est une notion, une idéologie qui est facile à penser dans ta pratique religieuse ? On a un problème, c'est que le mot féminisme est super mal marketé. Donc, on va revenir à la définition pour être tous d'accord, puisqu'on n'est pas tous d'accord sur la définition du mot féminisme. Quand je dis féminisme, il y a certaines personnes qui pensent que je suis une fémène qui se balade sur la place publique les seins nus. Le féminisme, pour moi, c'est la lutte pour l'égalité des chances et l'égalité d'accès et des femmes à l'égal de l'homme. Donc, en tout cas, sur les deux genres. Et oui, en ça, je me sens féministe, effectivement. Je lutte pour l'égalité d'accès à la connaissance, l'égalité d'accès, comme on en parlait, à l'espace synagogal. Et je lutte pour cela dans la religion, et je lutte pour cela dans la société, en tant que femme, en fait. Je ne peux pas ne pas lutter pour l'égalité, puisque ce serait juste accepter qu'il y a qu'on me porte préjudice pour mon genre. Et ce serait complètement insensé de dire qu'on n'est pas féministe quand on a cette définition-là. Donc oui, je suis féministe. Est-ce que tu as des rôles modèles de femmes juives qui comptent pour toi et que tu voudrais partager ? Alors oui, bien sûr, j'ai des rôles modèles et il existe des rôles modèles féminins aujourd'hui dans l'orthodoxie
et dans le judaïsme en général, qui soit aussi... donc, le judaïsme, c'est pas seulement une religion. Donc, je vais avoir des rôles modèles qui sont cultuels, effectivement, mais des rôles modèles aussi qui sont culturels, qui ont travaillé sur le judaïsme comme culture, comme peuple. Et il y a plein de femmes que je peux vous citer. Donc, la première, elle est historique. C'est Bruriah, qui est la première femme qui apparaît, ou en tout cas, c'est la seule que je connaisse, qui apparaît dans la Gemara, et qui, pour moi, est la preuve qu'il y a des femmes sachantes dans la Gemara, enfin, dans ce code de loi. Et qu'à ce moment-là, au moment de l'écriture, elles avaient des rôles de professeurs, qu'elles pouvaient donner des conseils et qu'elles étaient reconnues. Donc ça, c'est un. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, j'en ai vraiment plein. Donc on va dire, j'ai Faustine Segal, qui est une amie, mais qui est surtout... alors son titre, c'est International Director of Jewish Education à la Moshe House. Donc elle dirige elle dirige et coordonne l'éducation juive dans les Moshe House, qui sont des maisons étudiantes de communautés qui vont un peu décrire et ramener, enfin être en fait un bastion juif dans des endroits où il y en a peu et qui est en mouvement américain. Et donc là, elle va donc diriger, elle est aussi enseignante. Il va y avoir Hannah Rumi, qui a récemment gagné le concours biblique français, qui est un concours encyclopédique sur la Bible, où on peut te demander de citer en français et en hébreu des passages à la virgule près de la Bible. Et elle a gagné devant beaucoup d'hommes, et très loin devant, à 20 points devant. Ça va être Ruth Wazana, qui a fondé Limoud, qui est un événement de rencontres et de conférences où toutes les nuances du judaïsme se rencontrent dans le dialogue, mais dans un dialogue intelligent et constructif. Ça va être effectivement Bitya Rosengoldberg, qui est la première femme rabbin orthodoxe qui a été en fait le premier doigt de pied dans la baignoire bouillante du rabbinat orthodoxe féminin, qui vient de Strasbourg et qui en fait prouve que les femmes peuvent avoir des fonctions pastorales, donc en tout cas qu'elles ont les compétences d'avoir des fonctions pastorales similaires, qu'elles ont les compétences d'avoir des connaissances similaires et aux hommes, et qui porte très bien son titre, et j'ai un énorme respect pour elle. Ça va être Noébi Ben-Shimol, qui fait des études sur la loi juive en Israël, et qui, pareil, est vraiment une érudite. Ça va être Liliane Vanna, qui a donné toute sa vie vraiment au militantisme féminin dans la religion juive, et qui est aussi une ponte en termes de loi halachique. Ça va être toutes ces femmes qui sont plurielles et qui ont des fonctions différentes, mais en tout cas qui me prouvent au jour le jour, tous les jours de ma vie, qu'il est possible de savoir, qu'il est possible d'avoir une action. Ça va aussi être des hommes qui ont eu cette démarche d'ouvrir aux femmes et de poser sur la table le sujet de la question des femmes dans la religion juive et dans l'orthodoxie. Donc je cite Gabriela Bensour, je cite Emmanuel Bloch, je cite les fondateurs du groupe Facebook Judaïsme et Féminisme, du blog Adéraba, donc Gabriel, qui répond et en tout cas qui instruit énormément sur ce qui est dit, les vrais textes qui concernent les femmes et qui sont les textes épineux à étudier. Et donc toutes ces personnes-là sont des rôles modèles, ils sont peu connus. J'ai pas cité Delphine Orviller, mais évidemment Delphine Orviller est un rôle modèle parce qu'elle est rabbin, parce qu'elle parle très bien, qu'elle est une représentante du judaïsme en France, et qu'elle le fait bien, qu'elle a une figure d'érudite, qu'elle a une figure de journaliste, et même si elle est libérale, pour moi c'est une rôle modèle en tant que femme orthodoxe. Parce qu'elle a l'érudition d'une femme pour qui j'ai un grand respect.
Et voilà, donc tous sont rôle modèle. Pali, tu vas bientôt te marier et tu nous expliquais qu'il y avait des parcours un peu différents pour les hommes et les femmes qui souhaitent se marier. Oui, alors aujourd'hui, pour se marier au consistoire, donc en France, il faut effectivement donner un papier, une attestation, comme quoi on a suivi des cours qui sont généralement des cours sur la NIDA, donc la pureté familiale, qui est tout un domaine qui régit en fait les relations intimes, l'intimité du couple. Et en fait, je me suis rendu compte que si les femmes devaient présenter cette attestation, les hommes n'avaient aucune obligation d'études. Moi, ça m'a complètement scandalisée parce que en fait, je trouve ça génial qu'on soit obligé d'étudier pour se marier. Parce qu'effectivement, on signe un papier, on va s'intégrer dans une tradition, on va s'intégrer dans un rituel, et il faut comprendre ce rituel, il faut comprendre la vision de du couple dans notre religion, il faut comprendre la vision de la famille, il faut comprendre la vision du foyer, la vision du genre, de la complémentarité peut-être des genres et ou de leurs différences. Il faut comprendre tout ça et il faut s'y intéresser parce qu'on ne fait pas ce genre de vœux à la légère. Mais effectivement, j'aurais bien aimé que cette demande soit mixte, qu'elle se fasse pour l'homme et pour la femme et peut-être même qu'elle se fasse pour les deux ensemble. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Il y a une question qui revient souvent quand on parle de religion, c'est celle de l'impureté des femmes lorsqu'elles ont leurs règles. Comment appréhendes-tu, toi, cette question? Comment la comprends-tu en tant que juive? Donc, pour moi, cette question, elle revient à me dire, dans tous les textes qu'on étudie, dans la Bible, et en fait à partir du moment où on ouvre un livre, on se rend compte qu'il y a des textes qui dérangent. Des textes qui, quand on les lit, quand on nous les interprète, semblent complètement aberrants, scandaleux. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'encourage tout le monde à ouvrir un livre, c'est pour se faire sa propre opinion. Sachant qu'un texte ne peut vivre ne peut vivre sans la personne qui le lit, sans la personne qui l'interprète. Vous êtes les personnes qui font vivre le texte. Et donc c'est avec ce texte et par ce texte que vous allez pouvoir vous faire une opinion. La question de la femme impure, elle peut se voir de plein de façons différentes. Aujourd'hui, moi, je l'ai pas encore étudié assez profondément pour vous donner mon opinion à moi, mais en tout cas, déjà le terme d'impureté peut se voir différemment. C'est-à-dire que c'est quoi l'impureté ? C'est ce qui ne va pas dans le sens de la vie, de la procréation. Et en ce sens, c'est vrai, les règles sont quelque chose qui marque un temps qui n'est pas le temps de la procréation, qui est le temps de l'absence de procréation. Et donc, on peut l'interpréter d'un côté comme des hommes ont décidé de s'insérer dans l'intimité des femmes et de régir leur vie intime, leur rapport au corps. On peut l'interpréter comme ça et c'est scandalisant. Et ils les ont obligés à aller à un bain rituel tous les mois, etc. Et on peut aussi s'imaginer que au 1er, 3e siècle, quand ça a été écrit, c'était hyper novateur de dire qu'une femme avait le droit à un moment de retrait, qu'elle avait le droit à son espace personnel dans son couple, qu'une femme avait le droit de se recentrer sur elle-même à un certain moment du mois et que ce certain moment du mois, c'était un moment de changement dans son corps, que le couple pouvait exister au-delà du charnel. Pour toutes ces raisons, je pense que cette question donc, de pureté familiale, de la NIDA, toutes ces lois-là sont un ensemble de lois qu'il faut, et je me répète, mais qu'il faut étudier pour s'en faire une vraie idée. Et à partir du moment où on ouvre les textes, on a une vision beaucoup plus nuancée. Et en fait, toutes les personnes qui ont une vision stricte, brute et très alarmante n'ont pas ouvert le texte, n'ont pas discuté dessus et n'ont pas vu toutes les facettes interprétatives qu'il pouvait offrir.
On aurait envie de te garder encore très très longtemps. Juste une toute dernière question. Quand on parle de femmes et de religion, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui selon toi ? Je pense que je l'ai répété assez. Moi, je ne parle que pour moi et je n'en suis qu'au début de mon éveil, qu'au début de mon étude. Et la raison pour laquelle j'ai parlé, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il fallait aussi se reconnaître dans cette gêne et cette dichotomie d'être très avancé en termes de lutte pour l'égalité des femmes dans notre vie non religieuse et de ne plus s'offusquer, de ne plus se révolter quand on avait des problématiques telles au sein de notre propre religion. Et donc la première chose, c'est remettez en question ce qu'on vous dit quand votre éthique, votre être en tant que femme se révolte. Ne dites pas oui. Ne dites pas oui, en fait, quand on vous répond quelque chose qui vous scandalise, quand on me dit ne touche pas un Sefer Torah ou n'ouvre pas un livre de Gemara, ne dites pas oui, ouvrez les textes, regardez si effectivement votre religion vous l'interdit. Et si votre religion vous l'interdit, questionnez-vous sur comment est-ce que vous appréhendez cette partie de votre religion et à ce moment-là, faites en sorte en tout cas d'avancer avec vos incohérences si elles existent ou de rester très cohérente. Mais en tout cas, la première chose, c'est rester éveillé et rester éveillé à votre instinct éthique. Et la seconde chose, c'est ouvrez les livres. Ouvrez les livres en tant que femme, ouvrez les livres en tant qu'être qui pratique et qui veut pratiquer. Alors, dans mes prochains projets, il y a beaucoup de choses. Déjà, ce podcast, c'était un prochain projet. Il va y avoir un article aussi qui va sortir de cette vidéo. Je pense qu'on va aussi commencer à mettre sur la table et à suivre tout ce qui est sorti pendant les discussions des assises du judaïsme à Bordeaux. Et ça va être un très gros travail de démocratisation pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, puisqu'on n'était qu'avec des intellectuels et qu'avec des gens qui étaient vraiment très avancés sur le sujet. Et donc essayer de faire redescendre ça pour que tout un chacun puisse réfléchir à ces problématiques aussi. Et donc ça déjà, c'est un vrai projet, d'essayer de mettre à plat, de mettre à disposition les informations, aussi tout ce qui a été écrit, les personnes, d'ouvrir un réseau de personnes qui pensent différemment dans l'orthodoxie. C'est un vrai projet. Merci beaucoup, Thalie. Eh bien, j'espère que j'ai été utile. Si, c'était parfait. Merci beaucoup, Alice. Merci Sinatou, merci beaucoup Thalie. On va suivre très attentivement tes actions que l'on ne manquera pas de partager. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur toutes les plateformes, de nous laisser plein d'étoiles, de nous partager dans vos réseaux et surtout de nous dire ce que vous pensez de ce 5e épisode. On sera ravis de vous entendre et de relayer tout ça. À très très vite. Bonsoir et merci les filles de m'avoir invitée à parler et de m'avoir fait prendre conscience aussi que ce que j'avais dit était important. Vous êtes une vraie étape dans ma prise de conscience de l'importance du discours. Et donc en ça, je vous remercie. Goodbye.